Bonjour, bonjour, c'est Case Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir quelle est, d'une certaine manière, la plus grande peur de cette personne concernant ses sentiments envers vous. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes du Kitten Tarot. On a en premier le diable, en deuxième la lune, en troisième le pendu. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus, et s'il y en a plusieurs, eh bien vous pouvez aller les voir, il y a peut-être des messages à recevoir. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec le diable. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Pardon. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Alors, moi, j'ai une relation qui est un petit peu particulière parce que, quelque part, c'est comme si c'était une relation qui était, je vais pas dire obligatoire, mais un peu. Ça peut être, par exemple, on parle d'une relation qui est établie depuis plusieurs années. Ça peut être une personne avec qui vous êtes en couple, par exemple, ou que vous fréquentez depuis un bon moment. Ça peut être, parce que vous n'êtes pas forcément en couple, hein, ça peut être... on se fréquente, on n'a pas passé l'étape depuis très longtemps. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous une relation familiale au sens large, donc on peut parler plutôt d'un parent pour le coup, ou voilà d'une personne, en tout cas qui fait partie de votre vie depuis un petit moment. Alors, encore une fois, en voyance, la temporalité, c'est compliqué parce que pour certains, depuis un petit moment, ça va être 10 ans, pour d'autres, ça peut être 1 an, mais cette personne a pris tellement de place dans votre vie, c'est tellement un repère ou un pilier que ça compte, on va dire, comme une relation longue. Bon, on va pas trop parler non plus d'une personne que vous connaissez depuis 1 ou 2 semaines, mais quelqu'un qui est quand même inscrit dans votre vie, parce que on a cette espèce d'habitude. Moi, c'est ça que j'ai, cette espèce de... alors, confort ou pas, parce qu'elle n'est pas très confortable, cette relation, mais une habitude. Quelque chose, une relation, oui, où cette personne, c'est un repère, quoi qu'il arrive. Alors après, ça peut être positif comme négatif, parce que moi, j'ai le sentiment qu'on est sur une personne qui ne vous donne pas de l'affection comme vous en avez besoin. Okay. On est sur une personne qui va, par exemple, donner de l'importance à la vie matérielle. Donc ça peut être dans ses projets, et donc qui vous délaisse un petit peu. Hein. Ça peut être une personne qui se concentre sur son avenir professionnel, qui se concentre sur des objectifs voilà, matériels. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui interagit dans votre relation de manière beaucoup moins émotionnelle que vous. C'est-à-dire que ça peut être, par exemple, vous êtes en couple, vous avez l'impression d'être incompris ou incomprise, vous avez l'impression d'avoir de manquer d'attention, je sais pas, d'amour, de démonstration d'affection. Cette personne va vous en donner, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez besoin, cette personne va vous dépanner de l'argent, va vous rendre des services, c'est-à-dire qu'il y a un confort, et c'est un petit peu particulier, et là je dis pas qu'il y a des gentils ou des méchants dans cette histoire. C'est juste que c'est une manière qui est différente de communiquer. Alors, peut-être que
pour certains d'entre vous, on est sur une personne qui n'est pas capable de donner de l'affection, qui a des blocages, etc. et donc qui se réfugie dans, on va dire plutôt le matériel, et on va dire c'est pas de sa faute, il y a des blessures ou des choses comme ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui volontairement ne s'attache pas et préfère, et là c'est un peu plus conscientisé, apporter des solutions qui sont moins dangereuses d'un point de vue vulnérabilité. Mais vous, bah, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Et c'est là où c'est compliqué, parce que est-ce qu'il y a un gentil ou un méchant? Alors, c'est pas toujours aussi blanc ou noir que ça, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est juste un problème de, on va dire, de communication et de compréhension. Il n'y a pas de mauvaises intentions, etc. Et c'est juste, vous avez besoin d'être rassuré d'une manière que cette personne n'est pas, pour X ou Y raison, n'est pas capable de vous donner. Pour d'autres, il y a vraiment quelque chose qui cloche, c'est-à-dire que vous sentez peut-être un manque de sincérité. Vous avez l'impression qu'on vous manipule, qu'on vous donne pas les choses, peut-être que vous doutez de vous, de vos émotions, voilà. En tout cas, vous n'êtes pas spécialement bien dans votre relation, parce que il manque quelque part l'essentiel, les démonstrations affective, l'amour, vraiment se sentir aimé. Et encore une fois, bon bah là, est-ce que c'est volontaire ou pas? Ça dépend, on est en général. Mais donc du coup, il y a ce truc qui vous ronge un petit peu en arrière-plan, et que vous êtes peut-être même pas capable de mettre des doigts dessus de qu'est-ce qui vous gêne. Parce que concrètement, pragmatiquement, vous n'avez rien à reprocher à cette personne. Parce qu'elle est à vos côtés. Parce qu'elle vous soutient. Mais pas de la bonne manière. Vous voyez? Donc c'est un petit peu particulier votre cas. Ok. On va aller voir du coup quelles sont les peurs principales de cette personne au niveau émotionnel par rapport à vous, au niveau de ses sentiments. Ok. Oui. Alors, je suis pas... J'ai l'impression... Je vais pas dire qu'on essaie de me mener en bateau, mais je suis pas convaincue par cette énergie-là. Alors... Ouais. Alors, on est sur une personne qui a peur de faire confiance à son émotionnel. Pourquoi? Parce que l'émotionnel n'est pas stable. L'émotionnel, c'est quelque chose effectivement qui est un petit peu chaotique. On peut très bien aimer quelqu'un et puis un jour ne plus l'aimer. On peut aussi passer par des sentiments qui sont contradictoires, qui sont complexes, etc. Et on est sur une personne qui a peur de se faire confiance, et qui a peur de se faire confiance au niveau de son émotionnel. Pourquoi? Parce que ça casserait son cadre, ça casserait son équilibre, ça casserait sa sécurité. Par exemple, si j'ai décidé volontairement de mettre un petit peu de distance dans mon émotionnel, c'est parce que, quelque part, si il prend trop de place, alors il peut me mener à ma perte. Mon intuition n'est pas forcément bonne, mon émotionnel n'est pas forcément le bon. Parce que si je m'attache, qu'est-ce qui me dit que en face, la personne, ça va être réciproque, ou que cette personne ne va pas m'abandonner, ou que cette personne ne va pas aller un petit peu saboter mon équilibre, mon espace, mon contrôle. On est sur quelqu'un qui est très contrôlant. Et la peur vraiment primaire de cette personne, c'est que son système s'effondre. On a tous des systèmes pour se protéger, on a tous des schémas, des associations, des anticipations qui viennent de notre expérience. Mais là, on est sur quelqu'un où c'est vital. C'est-à-dire qu'on a un système qui est établi, on a des règles dans ce système, on a trouvé un équilibre avec des choses qui gravitent dans l'intensité ou dans la proximité que l'on a décidé. Et faire confiance à son émotionnel, faire confiance encore pire à l'émotionnel de l'autre, c'est risquer de mettre ce système en péril. Et ça, on ne veut pas. Donc on est sur quelqu'un qui a une sorte de comportement évitant, et qui, pour moi, refuse quelque part de s'attacher ou de laisser complètement tomber la garde, et qui donc va effectivement trouver des solutions alternatives, c'est-à-dire des solutions peut-être plus matérielles, plus... Je suis un peu mitigée parce que j'ai vraiment deux énergies qui sont très distinctes là.
La première, pour moi, c'est qu'on est sur des caractères hésitants, d'accord? C'est-à-dire, c'est des gens qui ont peur de s'attacher et qui maintiennent des règles pour leur propre protection. C'est-à-dire, je ne dois pas me retrouver dans de la dépendance affective, je ne dois pas m'impliquer plus que ça, je ne dois pas, vous voyez? Et c'est il y a une bonne intention derrière ça. C'est pas forcément ça, hein, on est d'accord, comme système, mais il y a une bonne intention parce qu'on cherche à se vraiment, on a peur de souffrir. Et pour d'autres, j'ai quelque chose qui est dans les mêmes vibes, mais l'intention est beaucoup moins saine, parce que là, j'ai des narcissiques, hein. J'ai beaucoup de narcissiques. Cette histoire de le système ne doit pas être bougé. Le système, il est rigide, il est fait pour me protéger, certes, mais il est fait aussi j'ai quand même un peu de manipulation. C'est-à-dire que dans certains cas, les gestes matériels que l'on vous donne, c'est parce qu'on n'est pas capable de faire mieux et c'est une bonne intention. Pour d'autres, c'est un petit peu de la manipulation on peut pas me reprocher quelque chose puisque je donne des preuves que je suis attachée, mais je donne celles que j'ai envie de bien montrer. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut me reprocher de ne pas être sympa alors que je rends des services? Vous voyez, on m'est redevable. Et c'est ce qui maintient cet équilibre, que j'ai une espèce de position de force. Donc là, vous prenez ce qui résonne pour vous, hein, c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, encore une fois, c'est de l'angoisse de pas être sûr des sentiments de l'autre parce qu'on manque d'affection. Et dans ce cas-là, je dirais qu'on part plutôt sur les personnes qui sont honnêtes mais qui sont maladroites. Pour ceux pour qui ça cloche, que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, que ça vous ronge, que vous avez l'impression peut-être de douter de vos sentiments, qu'on vous fait douter de ce que vous ressentez, on est plutôt dans les énergies narcissiques, hein. Et dans ce cas-là, je vous dirais attention parce que ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus sain, hein. Mm. On a très très peur de se confronter à la réalité des choses, hein. On aime maintenir dans cet équilibre, j'ai une notion d'image, hein, quelque part. C'est ce magicien, il est un peu dans la peur de l'échec, hein, quelque part. On a ce qu'il faut, on a réussi à mettre nos petits pions, etc. Vous voyez, typiquement, je sais pas, on a décidé qu'on voulait, je sais pas, devenir astronaute. Voilà, pourquoi pas. Bon, bah, on a travaillé la théorie, on a commencé à se renseigner, on a économisé de l'argent pour potentiellement, je sais pas, ce qu'il faut faire comme étude ou peu importe. On a tout préparé dans la matière pour sécuriser cet échec. Mais finalement, on passe jamais l'entretien ou on s'inscrit pas. Pourquoi? Parce que tant que c'est pas réel, on peut pas échouer. Donc vraiment, on continue d'accumuler cette sécurité, mais on passe pas au stade où là, on pourrait être confronté à l'échec. Et avec vous, c'est un petit peu pareil en fait. Dans nos sentiments, on accumule les sécurités, donc on accumule cet équilibre, on accumule la position de force, on essaie de se protéger comme on peut, mais on passe jamais à le moment où on baisse notre garde, où on est en vulnérabilité, parce que c'est à partir de ce moment-là que l'échec, clairement, il est possible. Et on ne veut pas. Donc on est un peu... on est sur quelqu'un de particulièrement bloqué quand même, hein. On n'est pas capable de prendre des risques, parce qu'on ne peut pas... Moi, j'ai une personne, en fait, qui a peur de l'insouciance, qui a peur des conséquences, qui a peur de ce que l'on n'a pas anticipé, qui a besoin de tout contrôler au millimètre, hein. C'est pas... J'ai envie de dire, si vous êtes dans la relation où on est sur une personne qui est, on va dire, honnête, hein, et qui a juste des blocages, on est quand même sur quelqu'un qui est bien bloqué, hein, qui est particulièrement statique, parce qu'il y a je ressens ce besoin de contrôle, tout doit être au millimètre, et on ne peut pas sortir du plan ou de ce qui n'a pas été prévu, voyez. La reine de denier, elle parle un petit peu de ça, hein, de contrôle. C'est l'énergie, elle est à la foire, elle est au moulin, elle gère tout, elle gère les dépenses, elle gère les... c'est une énergie comme ça, hein, la reine de denier. Ce besoin de contrôler, le côté un peu psychorigide, maniaque du contrôle. Et on a peur que si on lâche notre contrôle, on en revient à cette histoire que l'équilibre s'en aille. Et on se raccroche à ce système qu'on a construit pour des raisons X ou Y, hein, et on n'est pas capable d'en sortir. Ouais. On est appliqué. Et on a l'impression que si on baisse notre garde, si
on sort de ce que l'on connaît, de cet ordre, de cet équilibre, de ce système, alors on n'a plus le contrôle sur rien et c'est terrifiant. Parce qu'il y a plein de choses qui risquent de se briser, qui risquent de partir en fumée. Et la peur principale de cette personne concernant ses sentiments, c'est de perdre le contrôle. C'est de perdre ses repères, c'est de perdre le contrôle, alors, sur lui-même ou elle-même, mais surtout sur les autres. On est sur quelqu'un qui est, même si les intentions sont bonnes, là où ça se rejoint, c'est qu'on est sur quelqu'un d'un petit peu manipulateur, parce que, en manipulant les autres, quelque part, on sait ce qui se prépare, on peut avoir un visu dessus, on peut savoir comment ça va évoluer et si on manipule et on contrôle les gens, alors ils ne sont plus des menaces. Par contre, la différence, c'est que sur la personne qui a un problème de proximité, on va dire ça comme ça, et de vulnérabilité, on va être sur quelque chose d'inconscient, alors que sur la personne qui est plutôt narcissique au sens on va dire psychiatrique, c'est-à-dire qui n'existe que pour lui-même et elle-même et qui n'a aucune empathie et compassion pour les autres, là on est sur quelque chose de conscientisé, de je dois... Alors, conscientiser, attention, c'est pas je vais faire ça pour arriver à ça, mais conscientiser de j'ai besoin d'avoir le contrôle et l'ascendant sur tout le monde, et si les autres en souffrent, ce n'est pas mon problème, parce que moi ce qui compte c'est mon système, encore une fois. Donc attention avec ce genre de relation, voilà, soyez au courant de ce qui se passe. Il n'y a pas, de fatalité. On peut, c'est des personnes qui peuvent évoluer, mais ça ne peut venir que d'elles. Mais voilà, attention à ne pas vous perdre là-dedans et à bien savoir, en tout état de cause, dans quoi vous vous engagez. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec la lune. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Eh bien, décidément. Ouais, j'allais le... Il est resté en dos de deck, de toute façon. Ok. C'est un peu... C'est un peu bizarre parce que... En fait, j'ai cette espèce de manque et de coupure et de séparation. Mais... J'ai ce truc qui... Vous voyez, qui me titille parce que j'arrive pas à comprendre si... Alors, attendez. Ouais. Alors, pour moi, on est sur une séparation. Ça, c'est sûr. Et je voulais savoir de quel côté elle était. Et j'ai l'impression qu'on a un peu des deux, mais plutôt du côté de l'autre personne. Et ce qui me gêne un peu là-dedans, c'est que... je sais pas pourquoi, cette étoile, moi, je la sens en solitude. Je vous sens seul, je vous sens perdu, je vous sens comme si vous étiez abandonné, comme si vous étiez... perdu dans cette immensité qui est le ciel. Oui, il y a beaucoup d'étoiles, mais je sais pas, c'est comme si vous aviez le sentiment d'être entouré, mais d'être seul. Voyez ? C'est-à-dire que, ouais, on a l'impression qu'elles sont toutes les unes à côté des autres, mais au final, elles sont à des milliers et des milliers de kilomètres les unes des autres. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu ce que je ressens vous concernant. Vous avez l'impression d'être dans le monde, d'être entouré de personnes autour de vous, mais de n'être lié avec personne, d'être dans votre bulle, peut-être dans votre souffrance, dans votre mal-être, dans vos peurs, dans vos inquiétudes, et que personne ne comprend.
comme si vous arriviez plus à connecter au monde et à cause de cette séparation, de cet éloignement et j'ai l'impression qu'en plus on vous l'a, un petit peu fait à l'envers dans le sens où, on vous a imposé une séparation que vous n'avez pas demandé. Alors quand je dis séparation, ça peut être une prise de distance, ça peut être une rupture, ça peut être une distance dans les messages, dans les visuels, dans les... Peu importe, hein. Séparation, c'est pas juste on est en couple et on casse, d'accord? Vous prenez, à partir du moment où il y a un éloignement qui est marqué avec la personne à qui vous pensez, c'est moi ce que j'appelle une séparation, d'accord? Et le truc, c'est qu'on vous l'a imposé. Et en plus, on vous l'a imposé, mais... j'ai l'impression qu'on vous a sorti l'excuse bidon de c'est pas toi, c'est moi, je fais ça pour ton bien, parce que tu pourras pas être heureux ou heureuse, ou je te rends ta liberté, des choses un peu comme ça, vous voyez. Ce truc de... en fait, le bouquet, depuis le début, je l'aime pas, parce que je sais pas pourquoi, moi je sens le cadeau empoisonné. Vous voyez, un peu le cadeau de façade, quelque part. Un petit peu, je compatis, enfin, je sais pas, je le sens pas, ce bouquet. C'est une énergie positive, hein, normalement, mais moi, là, je ressens vraiment je noie le poisson. Je te mets la petite calotte derrière la tête, mais vas-y, je te tends le mouchoir. Bah oui, mais si tu m'avais pas frappé, j'aurais pas besoin d'un mouchoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça que je ressens, c'est-à-dire que... Alors, c'est pas forcément malveillant, hein, on n'est pas sur quelqu'un qui est hypocrite, mais je dirais quelqu'un qui est hypocrite avec peut-être lui-même ou elle-même. Hein. Parce que j'ai ce truc de... on veut vendre que c'est de la bienveillance, que c'est pour vous, que c'est dans votre intérêt, mais la réalité, c'est qu'on est sur quelqu'un qui a pris cette décision de manière quand même assez personnelle, hein, quoi qu'il arrive. Ok, bon, on va aller voir. Hein. On peut avoir des réponses justement à quelles sont les peurs de cette personne par rapport à ses sentiments envers vous qui pourraient expliquer cette séparation, ou cette distance. Ok. Ouais. Bon, alors pour certains, il y a une jalousie, oui et non. Moi, j'ai quelque chose de plus compliqué que ça. Hein. J'ai une personne qui... C'est con, hein, mais qui a peur d'être heureuse. C'est une personne qui... Sa plus grande peur quand il ou elle tombe amoureux, quand il ou elle s'attache, c'est d'être heureux. Pourquoi? Parce que quand on est heureux, déjà, il y a des choses, ça peut se dégrader. Je veux dire, quand on est au fond du trou, quelque part, ça ne peut que s'améliorer. Quand on est heureux, c'est plus compliqué parce qu'on a des choses à perdre. Et quand on a des choses à perdre, on est vulnérable. Et en plus, ça veut dire qu'il faut se battre pour ces choses-là. Effectivement, hein, si demain, vous êtes bien dans votre vie, mais que on va dire, vous vous laissez aller, vous la coulez douce, etc., ça peut vite dégénérer. Hein. Alors, je dis pas que faut s'acharner à être heureux, parce que le bonheur se trouve dans les choses simples, mais il y a ce truc de... Par exemple, je dis vraiment une bêtise, mais vous êtes heureux parce que vous êtes en crush avec quelqu'un et vous êtes dans une phase de séduction. Si demain, vous arrêtez les efforts, c'est-à-dire de discuter, je sais pas, d'être bienveillant ou bienveillante, d'organiser des sorties, de faire plaisir à l'autre, quelque part, je vais pas dire que vous allez pas rester heureux longtemps, mais les relations, c'est donnant-donnant. Quelque part, vous pouvez pas être à sens unique. Donc, ça demande des efforts d'être heureux pour maintenir un bonheur, quel qu'il soit. Si on baisse les bras à la moindre difficulté, alors on peut être heureux, mais c'est plus compliqué. Et là, on est sur une personne qui ne se sent pas... C'est comme si il ou elle partait perdu d'avance. C'est-à-dire que, de toute façon, je ne pourrais pas me battre pour sauver ce bonheur. Pourquoi? Si cette personne, mettons, se désintéresse de moi, je n'ai pas les ressources pour le ou la faire changer d'avis. Puisque ce n'est déjà pas normal que je sois heureux là, tout de suite, maintenant, parce qu'on s'intéresse à moi. Donc si la personne se rend compte de la réalité, si la personne... Parce que la jalousie, là, elle ressort tout simplement parce qu'on est sur une personne qui est très critique
avec elle-même. Une personne qui n'a pas forcément confiance en elle, une personne qui peut se mésestimer à un point assez violent, une personne qui pense que il ou elle n'est pas assez bien, que il ou elle, mettons, a des problèmes et ne peuvent pas être réparés, que il ou elle est un fardeau. On est sur quelqu'un qui ne s'aime pas. Quelqu'un qui a énormément de mal à s'accepter et qui a tendance à envier les autres parce que de son point de vue, les autres sont mieux. Les autres sont plus forts, plus intelligents, plus, je sais pas, responsables, moins de problèmes, moins peu importe, hein. Et donc, avec cette mentalité-là, c'est comme si on avait renoncé au bonheur. C'est comme si on avait renoncé d'être aimé pour ce que l'on est. Et bah, quand ça nous arrive, on peut pas s'empêcher de se dire que c'est comme si tout l'inconscient ressortait de se dire que de toute façon, la finalité allait être celle que l'on est persuadé de connaître, c'est-à-dire que comme nous, on ne s'aime pas, personne ne peut nous aimer. Donc, la personne va finir par se rendre compte que on est une arnaque, que on n'est pas aussi bien que ça, et donc la personne va finir par nous abandonner et enlever notre bonheur, nous rendre malheureux, sauf que c'est quelque chose sur lequel on est convaincu qu'on ne peut pas jouer. Parce que, bah, encore une fois, nous, de notre point de vue, on est nuls. Et si la personne s'en rend compte, eh ben, on ne sera pas capable de lui faire changer d'avis. Donc, on a peur de trop y croire, de trop être optimiste, de trop se faire des films pour se prendre la désillusion à la fin qui, de notre point de vue, est irrattrapable. Parce que si la personne se détourne de nous, encore une fois, on n'a aucune arme pour la faire changer d'avis. Donc, la plus grande peur de cette personne par rapport à ses sentiments envers vous, bah, c'est tout simplement de risquer de souffrir et d'être rejeté. Hein. Là, on est sur une peur du rejet, par contre. Pas sur une peur de l'abandon, on est sur une peur du rejet. Que la personne que je suis réellement ne soit pas acceptée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sabote avant. On se dit que, voilà, si on refuse nous-mêmes le bonheur, si on tue nos espoirs, si on tue nos rêves, alors on sera moins malheureux que si on nous les retire de force. Vous voyez? C'est plus... effectivement... C'est plus simple de vous dire, je sais pas, si vous avez un rêve dans votre vie, imaginons d'avoir un chien. Voilà. Bah, c'est plus facile de vous dire, voilà, bon, bah, je suis en appartement, je veux un berger allemand, je préfère renoncer à cette idée pour le moment, plutôt que vous acheter un petit chiot bébé allemand, berger allemand, et puis quand il grossit, vous rendre compte que ça ne fonctionne pas et devoir le rendre parce que vous avez le temps de vous attacher, vous avez le temps de vous projeter, vous avez le temps de vous lier. Et donc quand on perd quelque chose que l'on a vécu, donc quelque chose de concret, c'est encore plus dur que de renoncer à l'idée de ce que l'on aurait pu avoir. Et là, on est un petit peu là-dedans. Voilà, on a peur que ça s'effondre, on a peur que ça s'écroule. On a peur vraiment de trop y croire et de devoir, ouais, que tout, bah, à l'image de la maison d'eux, hein, vraiment que tout s'effondre et qu'on soit, voilà, catapulté tout en bas, qu'on s'écrase contre les rochers et que tout ce que l'on a bâti, tout ce que l'on a construit, tout ce que l'on a espéré, parce que faut pas oublier que les tours, dans le tarot ou dans l'iconographie, c'est des bâtiments, de toute façon, même dans la vie, voilà, hein, pourquoi on fait des grandes cathédrales, des grandes tours, etc. Les clochers, pourquoi ils sont en hauteur? C'est parce que c'est pour se rapprocher du divin, pour se rapprocher de Dieu, et quelque part, donc se rapprocher de nos rêves, de nos espoirs, de la divinité, et là, bah, on se casse la binette de tout en haut, hein. Plus on monte dans notre bonheur, dans notre optimisme, dans nos espoirs, dans nos attentes, plus la chute est rude. Et c'est de ça dont on a peur. Donc on est sur quelqu'un qui préfère se dire, bah moi, tu sais quoi là? Ouais, il y a tous mes rêves, bah je préfère jamais monter l'escalier. Comme ça, si je tombe de là, bah, je peux me rattraper ici. Alors que si je tombe de là, bah, je vais tout en bas avec les rochers et c'est moins cool. On a peur du potentiel. On a peur... L'as de bâton, c'est comme la baguette magique, hein, quelque part. C'est
créer, matérialiser, réaliser, alors bien sûr avec des efforts, etc., tout ce dont on a besoin, tout ce dont on a envie, tout ce qui nous enthousiasme, toutes nos nouvelles passions. C'est voilà, c'est trouver quelque chose qui nous appelle, qui nous motive, et faire en sorte que ça se réalise. Parce qu'on est dans le 1, on est dans, on va dire, l'idée, les prémices, et là, c'est un petit peu ça, on a peur, encore une fois, on revient à cet optimiste, hein, de trop s'emballer, de trop mettre d'espoir et d'être déçu parce que, encore une fois, on n'a pas les ressources, on n'a pas les capacités, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour mériter ce bonheur. Tout vient d'un manque d'estime de soi et d'une peur du rejet. Là, on a une blessure de rejet qui est très marquée chez cette personne. Ouais. Et comme on n'est pas capable d'attendre, en fait, faut bien vous dire que pourquoi cette personne a pris cette décision, séparation, distance, peu importe, c'est parce que c'est horrible à dire, mais on a voulu abréger nos propres souffrances. On est tellement convaincus de la fin de l'histoire, on est tellement convaincus de ce qui va arriver que d'attendre, c'est dur, hein, mais c'est comme ça que la personne le voit, attendre notre mort à petit feu, on n'en est pas capable. On a besoin d'arracher le pansement, quelque part. Hein. On ne peut pas se permettre de voir les choses se dégrader sans que l'on puisse rien y faire, parce que, encore une fois, ça ne dépend pas de nous. Pourquoi? Parce que nous, on s'enlève tout notre pouvoir puisqu'on ne s'aime pas et qu'on ne peut pas être accepté, on ne peut pas être aimé pour ce que l'on est. Donc, on n'a aucun pouvoir sur la situation. On est complètement dépendant de vos sentiments, de ce que vous pensez, de ce que vous aimez ou non chez nous. Et plutôt que de voir notre vie réduite à néant sur une réalisation que vous allez faire tôt ou tard, parce qu'on en est convaincu, on préfère prendre les devants et aller dans l'action. Mais là, on est sur on va dire, des traumatismes et des blessures qui sont très très profondes et qui sont très ancrées. Hein. Ouais. Indirectement, on a peur. On n'a pas peur d'aimer, on a peur d'être aimé. C'est triste, hein. Mais c'est touchant en même temps parce qu'on est sur quelqu'un qui a pour moi beaucoup beaucoup d'amour à donner, qui peut être, c'est une personne qui est très sympa, hein, qui donne énormément, pas à n'importe qui, hein, attention. Il y a quelqu'un qui se lie rarement en profondeur à cause de cette difficulté-là. C'est quelqu'un qui a un masque, hein, qui peut paraître très sociable, qui peut avoir des amis, des choses comme ça, mais c'est de l'apparence, hein, qui se lie rarement en intimité, et c'est quelqu'un qui n'a jamais laissé non plus les autres l'aimer réellement, parce que peur que ça s'arrête. C'est quelqu'un qui sait se faire aimer en superficialité, mais dès que ça devient profond, c'est quelqu'un qui a peur de ça, qui a peur qu'on l'aime. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec le pendu. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Bon, décidément, c'est pas les meilleurs, comment dire, les meilleurs états de situation qu'on ait fait, hein. Alors. Bon, en même temps, c'est un peu normal, vu le thème de la guidance, là, il est question d'aller voir vraiment les peurs qui bloquent une relation, donc c'est normal que toutes les relations soient un petit peu bloquées. Bon, alors, là, on est sur une personne qui, littéralement, porte sa croix. Là, on va pas tourner autour du pot. Je sens un poids sur ses épaules qui est assez monstrueux. Et le truc, c'est que on ne vous en informe pas.
on ne vous le dit pas, on le garde pour soi, mais le problème, c'est que le comportement change. Et vous avez ce truc de la relation en est impactée, la relation est peut-être un petit peu, il y a peut-être eu une dispute, hein, pour le coup, il y a pas longtemps ou des altercations ou de plus en plus voilà, de petites brouilles. Alors ça peut être des grosses comme des petites, hein, toujours est-il qu'on en est sur un moment de votre relation où vous ne vous comprenez plus. Pourquoi? Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Donc en fait, vous sentez que la relation, elle est lourde, elle est dense, mais comme on n'arrive pas à communiquer, à savoir ce qui se passe, bah, vous vous sentez un petit peu, quelque part, vous subissez la météo, si ça a du sens. Vous voyez, c'est comme, bah, je sais pas, vous avez prévu d'aller taper un week-end à la plage. Bon, bah, s'il pleut, vous pouvez rien y faire, quoi. Soit vous subissez la pluie, soit vous reportez votre voyage, quoi. C'est quelque chose d'assez assez marrant, moi, je trouve. Mais la météo, c'est quelque chose enfin, qui là, je trouve vachement représentatif de votre relation. C'est une force sur laquelle on n'a aucun contrôle et qui, la plupart du temps, ben, on fait avec et on s'en préoccupe pas. Mais quelque part, quand on y pense, c'est quelque chose que l'on subit au quotidien, sur lequel on n'a aucune prise et qui peut, ben, changer des décisions, voilà, si vous avez prévu de vous marier et que, en extérieur, vous avez tout prévu, vous avez loué un parc, etc., et que vous apprenez une semaine avant que ça va tomber sur une journée d'orage où il va pleuvoir toute la journée, il y aura des éclairs et du tonnerre, et on peut rien y faire. Il n'y a pas de solution pour changer la météo. Le seul truc que l'on peut faire, c'est adapter notre comportement, notre décision, nos projets. Et là, c'est un peu pareil, c'est que vous subissez, quelque part, la croix de cette personne. C'est-à-dire que ça fait comme des orages sur votre relation, et vous, bah, à part essayer de vous abriter sous un abribus ou sortir un parapluie, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas agir sur les tourments et le fardeau de cette personne. Et le pire, c'est que, ben, comme la météo, vous n'avez pas forcément de connaissance de pourquoi. Pourquoi, il y a une semaine, on m'avait dit que mon mariage, ce serait grand soleil et que, du jour au lendemain, ça change, c'est la fin du monde, il va y avoir un ouragan. Bah, on sait pas. Alors à moins que vous soyez météorologue, hein, c'est possible, mais pour le commun des mortels, on se renseigne pas plus que ça. Alors oui, on nous explique, hein, je sais plus quoi là, les vagues, les machins, les trucs, les courants d'air chaud, etc. Peut-être que ça vous intéresse et que vous comprenez pourquoi la météo elle change. Moi, perso, j'en sais rien, hein. Mais voilà, il y a ce truc de on sait pas pourquoi, voilà, l'air a changé de direction. Pourquoi l'anticyclone qui devait protéger je sais pas quoi, il a changé de direction et que maintenant c'est la merde? On sait pas. Bah là, c'est un peu pareil. On sent le vent qui tourne, on se dit ok, ça a l'air de s'apaiser, et ben non, bam, on se reprend une bourrasque. Et donc, bah forcément, climat de tension, relation peut-être un peu conflictuelle. Et tout ça vient bah, du fardeau de cette personne qui fait que peut-être il ou elle est irritable, il ou elle change son comportement, et comme on est sur quelqu'un qui garde tout ça pour lui ou pour elle, c'est pas forcément une personne qui va avoir conscience des conséquences. Parce qu'en plus, on est dans un état d'esprit où je vois tout en noir, rien ne va, donc le fait que la relation suive, il y a un peu un côté, je vais pas dire victime, mais bah, de toute façon, ma vie, c'est de la merde en ce moment. Voyez? Comme si on se déresponsabilisait de OK, bah, en fait, moi, j'ai mes problèmes, je deviens invivable, donc c'est normal que ma relation, peu importe encore de quelle relation on parle, elle en pâtisse, hein. Parce que encore une fois, ça peut être, oui, une relation, de couple, ça peut être, vous vous fréquentez, ça peut être on peut parler d'un ami, hein, ou d'une amie, on peut parler de, famille, frères, sœurs, parents, enfants, peu importe, hein. Là, ça peut très bien faire référence, par exemple, moi, pour pas mal d'entre vous, vous êtes le parent et on parle de votre ado, là. Voyez? Difficulté de communiquer, on a des soucis, on devient hargneux et vous êtes en mode: «Bon bah, je subis, j'attends que l'orage passe». Vous voyez? Alors pour certains, oui, il y a des relations sentimentales, mais c'est pas la majorité. J'ai l'impression que ça parle là au social, sens large pour le coup. OK, et ben, on va y voir. Donc les, peurs principales, hein, par rapport à ce que l'on ressent pour vous. OK. OK. Alors, on retombe sur l'optimiste, mais c'est pas du tout la même énergie. Là, c'est on a peur,
de voir en vous un sauveur qui n'existe pas. On a peur de demander de l'aide. En fait, on a peur d'attendre. Alors, je sais pas comment vous expliquer ça. Imaginons, vous êtes un chevalier et vous avez l'habitude de vous débrouiller parce que vous êtes une escouade de chevaliers. Et les autres gens qui sont dans votre escouade, c'est des gigapotes, hein. Alors là, pour faire les beuveries après les combats, il y a pas de souci. Par contre, au combat, c'est tous des brels, OK? Ils sont tous pas très doués, ils trébuchent, ils se viandent, ils savent pas sortir leur épée, voilà, ils sont nuls, OK? Donc vous avez pris l'habitude, depuis toujours, que bon, OK, les beuveries, on a du monde. Par contre, pour ce qui est d'aller buter de l'orque, du brigand ou je sais pas quoi, on peut compter que sur soi, hein, parce que voilà. Donc vous vous êtes forgé un petit peu cette attitude de voilà, quand je dois aller bourriner quelqu'un, c'est bon, il y a que moi. De toute façon, je peux pas compter sur les autres. Et un jour, vous allez tomber sur un orc, mais alors de type un troll, voilà. Type vénère, je sais pas, il fait 5 fois votre taille, son gourdin il est plus gros que vous, et là vous vous dites c'est la merde. Parce que je peux pas compter sur les brels de d'habitude, ok, mais je pense que tout seul, ça va être compliqué. Donc pour la première fois de votre vie, vous allez dire, il faut que je demande de l'aide. Et vous allez voir quelqu'un qui peut vous sembler faire l'affaire. Vous allez voir, je sais pas, un autre chevalier qui passe, qui a une liste de victoires longue comme le bras, tout le monde en parle, c'est quelqu'un qui est giga chaud, c'est quelqu'un qui peut vous aider, vous faites, ok, là, pour une fois, je vais peut-être pouvoir demander de l'aide. Et c'est comme si le simple fait d'avoir cette idée qui vous effleure l'esprit de demander de l'aide, c'était terrifiant. Pourquoi ? Parce que savoir que cet espoir existe, quelque part, ça vous permet de vous rassurer en vous disant « Si j'essaye quelque chose avec le troll et que ça ne fonctionne pas, il me restera ce plan B. » Par contre, si je fais appel à mon plan B tout de suite et que cette personne ne m'aide pas, donc soit refuse, soit ne peut rien faire, alors je n'ai plus qu'une solution, c'est accepter que je vais perdre contre le troll. Donc potentiellement, je vais mourir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? L'idée du sauveur est plus importante à maintenir en vie que d'être sauvé. Parce que si on accepte de se faire sauver, on a une possibilité que ça échoue. Et si ça échoue, on n'a plus de recours. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Toujours est-il que donc cette personne se dit que j'endure mes problèmes jusqu'au stade où je ne serai plus capable et je garde ma pièce maîtresse, c'est-à-dire en parler, demander de l'aide pour ce moment-là. Pourquoi ? Parce que si je demande de l'aide, je vais mettre tous mes espoirs sur cette aide. Et si elle n'est pas à la hauteur, alors moi je suis dans la merde parce que j'ai plus de solution. Donc, on a peur de vous demander de l'aide. En fait, on a peur encore une fois, de mettre trop d'attentes, trop d'espoir sur vous, et qu'en plus, et c'est là où je trouve que c'est une personne qui, pour moi, est intelligente parce que c'est une personne qui a conscience de ses schémas, mais qui ne sait pas comment les changer. Pourquoi ? Parce qu'on a ce conflit après. C'est-à-dire que le pire du pire, c'est que, imaginons, alors tout ça c'est des projections, hein, mais c'est des projections qui sont inconscientes parce que c'est pas pour rien que vous avez choisi le pendu. On est sur des énergies de martyr. C'est quelqu'un qui s'est tout le temps débrouillé tout seul. C'est quelqu'un qui a appris à ne pas compter sur les autres parce que c'est quelqu'un qui a toujours été déçu des autres. Alors, il y a une part de vérité et ensuite il y a une part d'illusion. C'est-à-dire que c'est une personne qui a véritablement été déçue par certaines personnes qui ne l'ont pas aidé alors qu'ils auraient pu. Et ensuite, c'est comme si ça avait alimenté que à chaque fois qu'on se retient de demander de l'aide, c'est que quand on va en demander, on va avoir de plus en plus d'attentes. Et au bout d'un moment, nos attentes, elles sont irréalisables. Donc quand on nous aide, on est forcément déçu. Pourquoi ? Parce qu'on va trop loin dans ce que l'on espère. Parce qu'on se dit, voilà, si 7 fois je demande l'aide, il y a intérêt à ce qu'on me le rende, mais ça ne sera jamais à la hauteur de à quel point on se sent en vulnérabilité, donc on est déçu. Toujours est-il que si cette personne vous demande de l'aide, et que
on sait qu'on va être déçu, parce qu'on sait qu'on en demande trop et que vous ne pourrez jamais combler ça, on a peur après d'être fâché contre vous. On a peur de ne pas pouvoir s'empêcher de vous en vouloir. Il y a un côté un peu borderline, vous voyez. Je sais par exemple que, imaginons, j'ai des problèmes, on va reprendre, c'est votre ado, il a des problèmes parce qu'il s'entend pas avec ses potes à l'école, ok? Et il a peur de prendre la rentrée. Ben, si vous en parle et que vous lui dites, c'est rien mon chéri, écoute, je vais appeler au pire le principal et on verra ce qu'on peut faire. En fait, c'est comme si cette personne anticipait déjà que la réponse n'était pas la bonne. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est un coup de baguette magique et on sait que vous ne l'avez pas. Mais si vous ne l'avez pas, on sera forcément déçu. Donc on va vous en vouloir parce que vous n'avez pas la solution dont on a besoin. Mais la solution, on sait qu'elle est irréalisable. C'est pour ça qu'on vous en parle pas. Parce qu'on ne veut on sait déjà comment ça va tourner, on va vous demander un truc impossible, vous n'allez pas pouvoir le faire, et donc on va vous en vouloir, et on n'a pas envie de vous en vouloir. Vous voyez? Donc on est un peu piégé dans ce truc. Et ça peut être, pour une relation sentimentale, on a des problèmes au boulot, on sait qu'il n'y a pas de solution magique, il faut juste endurer, mais vous en parler, c'est attendre une réponse de votre part, et vous pouvez pas faire changer l'état d'esprit de tous les collègues pour qu'ils deviennent sympas, par exemple, ou vous pouvez pas rendre le travail moins pénible. Donc, on va être frustré, et on sait que c'est inconscient et que rationnellement, on n'a rien à vous reprocher, mais on fonctionne comme ça, et on veut l'éviter. On a peur aussi de penser à des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé et donc d'être déçu. Dans le sens, moi j'aurais pensé à ça et si il ou elle n'y a pas pensé, c'est que il ou elle m'aime moins que moi j'aurais pu l'aimer. Parce que il ou elle est moins investi. Parce que il ou elle n'a pas beaucoup réfléchi. En fait, c'est comme si on savait d'avance que votre réponse ne serait pas la bonne. Soit que vous n'allez pas être assez compatissant, soit vous allez être trop compatissant mais vous n'allez pas proposer de solution. Mais parce qu'on sait qu'on demande quelque chose d'irréalisable quelque part. Parce qu'on s'est construit dans ces énergies-là de se débrouiller tout seul et d'être un peu le martyr. Et je dis ça sans aucun jugement, ce truc de... on se débrouille ou on échoue seul. Parce que les autres sont source de déception et qu'on en a marre d'être déçu, on essaie de se protéger. Et on sait qu'en plus, les autres sont source de déception à cause de nous et pas à cause d'eux. Ouais. On revient un peu dans... Ça ressemble un peu... Alors, c'est pas du tout les mêmes énergies, mais... dans les mécanismes de défense au choix numéro 2, je crois que c'était le 2, on a peur de trop y croire et on a peur de la désillusion. Donc on préfère se protéger, on préfère ne rien attendre, on préfère faire comme on l'a toujours fait, se débrouiller. La reine d'épée, elle est seule. Pourquoi? Parce que on a peur d'y croire et on a peur de... Il y a une différence entre être seul parce qu'on l'a choisi, comme la reine d'épée, c'est-à-dire que je porte mon fardeau seul parce que je l'ai choisi, plutôt que je porte mon fardeau seul parce que j'ai demandé de l'aide et qu'on n'a pas su me l'apporter, et donc que là, on m'abandonne. Quelque part. On n'est pas là pour moi, donc on ne m'aime pas. Donc je suis déjà vulnérable et fragile parce que j'endure des choses compliquées, parce que ma vie n'est pas évidente en ce moment. Je ne veux pas me rajouter encore par-dessus quelqu'un qui m'abandonne ou quelqu'un qui ne m'aime pas, parce que c'est comme ça que je vais l'interpréter. Donc on a peur, oui, d'être déçu, pour le coup, du comportement des autres. Et on a peur de l'être parce qu'on sait qu'on va l'être, parce que c'est notre mécanisme de défense. Et on sait que c'est pas ça, mais on ne sait pas comment en sortir. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.